Apple va-t-elle oser prendre le virage de l'automobile en lançant sa propre voiture? Les rumeurs de l'Apple Car à l'arrêt depuis plusieurs années tournent désormais à plein régime. Un véhicule électrique autonome et qui serait disponible dès 2024, rien de moins. Tim Cook semble bien vouloir mettre le turbo et prendre de vitesse les géants de l'automobile. Alors un tel scénario est-il envisageable? Apple peut-elle vraiment dupliquer la recette qui a fait le succès de l'iPhone à une voiture? Débat. Et bonjour à tous et à toutes, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube avec, comme chroniqueur, cette semaine en plateau. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas participé à cette émission. Il fallait un spécialiste de la tech, mais aussi de l'auto. Monsieur Driss Abdi, bonjour Driss. Salut Olivier, spécialiste comme tu y vas. Oui. Rien que ça. Bah oui, un grand spécialiste. Oui, alors tu écris pour quel support en ce moment? On a combien de temps? Oh, bah vas-y, elle est plus connue, allez. Le plus connu, ça va être Rolling Stone. Ensuite, j'ai également plusieurs sites web avec lesquels je collabore. Et de la presse féminine. Écoute, je vais faire un sujet sur la Twingo électrique pour Biba. Toi, tu es un malin. Toi, tu es un grand malin. À tous les un autre spécialiste de l'automobile, passionné notamment par les systèmes à écran embarqués. Vous le retrouvez sur YouTube, sur la géniale chaîne POA. Ça s'appelle Petite Observation Automobile. Il s'appelle Julien Rosburger. Bonjour Julien. Bonsoir à tous. Merci de m'inviter, ça me fait plaisir. C'est la première fois, donc là, c'est le grand bain. Et puis là, on va parler bagnole. Donc en plus, voilà, il n'y a pas mieux pour moi. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, tu vas voir. J'espère qu'on aura l'occasion de tester ensemble la future Apple Car. En duplex également, un autre spécialiste de la voiture électrique parce qu'il anime un podcast assez génial. Il va vous en parler. Monsieur Cédric Ingrand de LCI. Bonjour Cédric. Salut Olivier. Oui, parce que voilà, c'est un sujet qui gagne tellement, si tu veux, sur le reste des actualités high-tech qu'à un moment, il faut lui dédier un peu des supports. Et du coup, voilà, j'ai fini par craquer. Et depuis 3 mois maintenant, 3-4 mois, on fait les doigts dans la prise sur iTunes avec mon camarade Thomas Degois. Je vous recommande de l'écouter. On a un gros épisode de retard parce qu'il y a eu les vacances. C'est le problème des hobbies, si tu veux. C'est qu'à un moment, bon, comme la raccrocher les wagons. mais c'est bien parce qu'en fait, tu me sers de répète à ce que je vais enregistrer ce week-end. Donc voilà. Tout ça est nickel. Voilà, écoute, je suis désolé. Et enfin, dernier chroniqueur, lui aussi à la tech, il s'ennuie un peu, donc il teste de plus en plus de voitures ces derniers temps. Didier Poulicani de Mac Forever en duplex de Chamonix. Bonjour Didier. Salut les amis, j'espère que ma connexion tiendra parce que voilà, si je disparais au milieu de l'émission, c'est pas grave. Mais oui, moi je suis excité comme une puce et je pense que tu vois, c'est pas un hasard si on se met tous à faire de l'automobile, de la tech, que ces mondes se rejoignent, c'est qu'on est à la croisée des chemins et c'est hyper excitant. Voilà. Oui, c'est super excitant parce que les amis, cette semaine, on va parler d'un futur produit d'Apple, du moins ce que la rumeur laisse à penser. Elle s'est plutôt éteinte ces dernières semaines, elle est revenue en force en ce début d'année. Alors, faut-il y croire? On fait le point. Pour ou contre l'Apple Car, c'est le sondage de la semaine sur le réseau de Twitter dont on refait la tech, dont on refait le Mac, dont on refait d'ORLM.tv. Croyez-vous aux rumeurs qui annoncent qu'Apple souhaite concevoir et vendre sa propre voiture? Et vous étiez une large majorité, il n'y a pas ballottage. 57% cette semaine à dire non contre 43%. Vous pensez qu'Apple ne va pas sortir sa voiture. Il y avait quand même 275 votants. Large majorité donc qui pense qu'Apple n'ira pas. Alors parmi les arguments des partisans du non ou du partisan du oui plutôt, regardez celui de Patrick Massiot sur Twitter. Vous savez qu'Apple ne fait jamais les choses comme tout le monde. Il arrive toujours là, elle arrive toujours là où on ne l'attend pas. La vision que nous avons du véhicule est la même que la vision que nous avions avant l'arrivée de l'iPhone, la vision d'un smartphone à la Nokia Microsoft Phone. Or, il est fort probable que l'issue du projet Titan ne ressemble en rien à l'image que nous avons aujourd'hui d'un iPhone à 4 euros. Il faut toujours avoir en tête le triptyque d'Apple, hardware, software, services et le mantra Think Different. La seule différence, c'est que Steve Jobs n'est plus là. Voilà, c'est un petit détail qui a son importance. C'est en tout cas une analyse intéressante, messieurs. Qui veut commencer peut-être avec Didier, qui a les deux casquettes, le tech, Apple et la voiture électrique. Oui, moi je trouve ça très intéressant ce que nous dit notre tweetos, mais ça marcherait si Elon Musk n'était pas là. Parce que lui, il a déjà fait exactement tout ce qu'aurait dû faire Apple. Il a créé l'écosystème, il a créé le software, il a créé la petite révolution, et on le voit bien aujourd'hui. Tesla, c'est une marque complètement à part.
Elle n'a pas été rachetée par Apple, du coup, voilà, et ils vont arriver très en retard. Donc, il faut qu'ils se positionnent autrement sur peut-être de la voiture plus autonome, sur peut-être des services un petit peu différents. Mais en tout cas, je pense que ça va être quand même compliqué d'y aller. Par contre, moi, je suis quand même assez persuadé qu'ils y vont parce qu'il y a trop de brevets, il se passe trop de choses pour qu'ils y aillent pas, en fait. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps, quoi. Ouais, vont-ils y aller avec qui ou pas? On aura l'occasion de développer. On a 1 heure ensemble pour développer ce sujet. Au-delà, on a l'impression, en tout cas, si les rumeurs se multiplient, qu'on est un peu une période charnière de l'industrie automobile qui permettrait éventuellement à des nouveaux acteurs de prendre pied. Julien, Cédric. On est surtout à une espèce de période charnière pour Apple, parce qu'en fait, il faut se poser les questions de pourquoi Apple aura envie d'y aller sur un marché qui est compliqué. Enfin, tu vois, c'est pas les marges de l'iPhone, c'est pas du service, ils n'ont pas l'infrastructure aujourd'hui pour le faire, donc il y a plein de choses à créer. Mais évidemment, ça fait envie parce que c'est un marché à des centaines, des milliers de milliards de dollars. Et ça justifierait la poursuite de la croissance, par exemple, du cours de l'action d'Apple. Donc, rien que pour ça, ce serait une bonne idée. Mais maintenant, ouais, je suis d'accord avec Didier, il y a un énorme boulot à faire. Et tout ce qu'on entend aujourd'hui sont des rumeurs qui ne sont pas convergentes, d'ailleurs, qui sont convergentes sur le fait qu'il se passe quelque chose, mais alors divergentes sur ce que ce quelque chose sera réellement. Julien, quelle est ton opinion du côté de la rédaction de POA? Non, mais forcément, j'ai regardé pas mal de choses. Je ne veux pas du tout faire le sachant et tout. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que effectivement, comme le dit Cédric, une fois qu'on lit un peu des choses, on lit tout et son contraire. Et on lit du 2024, on lit du 2027. Ces dernières semaines, toutes les marques ont été plus ou moins dites intéressées de travailler avec Apple, mais on ne sait pas vraiment. Et ce qui est super intéressant, j'essaie de me faire une petite conclusion sur tout ça. Ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, l'iPhone, c'est un produit de malade. Et il y a un espèce de truc aussi social avec l'iPhone. C'est-à-dire que, est-ce que tu as un iPhone, tu l'as pas? Et c'est des choses, même si c'est un téléphone très cher, si c'est plus ou moins 1 000 €, même si c'est beaucoup d'argent, 1 000 €, même pour un jeune et tout, si il bosse comme pas possible, il peut l'avoir. Ce qui va être intéressant, c'est que s'ils font un copier-coller avec une voiture, on va arriver avec des voitures qui sont très, 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 très chères, au-dessus d'une Tesla. Et là, de ce côté-là, est-ce qu'il va y avoir cet effet de masse comme un téléphone, comme un iPhone? C'est différent. Tesla, on en entend beaucoup parler depuis la Model 3. On en entendait parler avant. Mais il y a vraiment ce côté-là, et encore plus ces derniers temps avec la SR+, avec les prix qui font que de changer. Parce que la première question, c'est ce qu'ils vont faire un copier-coller de ce qu'ils ont réussi à faire avec l'iPhone. C'est différent, c'est un autre marché. La bagnole, c'est plein de métiers qui se mettent ensemble pour faire un objet. Et donc c'est là où, franchement, j'en sais rien. C'est pour ça que je parle un peu de Madame Irma. Il faut vraiment voir dans le futur. Et pour l'instant, ça semble encore assez flou. Après, c'est sûr, et je finirai là-dessus, Didier en a parlé, quand on regarde, ils ont débauché des gens de chez Tesla, ils ont débauché des gens des groupes Volkswagen, de Porsche, donc c'est intéressant, en tout cas ça bouge, et moi je serais hyper content qu'il y ait une bagnole Apple, quoi. Alors, sans trop se projeter, parce qu'on a encore une fois du temps pour faire le point de toutes les rumeurs et le pour et le contre, Driss, est-ce que au niveau justement de l'industrie automobile, c'est le meilleur moment aujourd'hui, les planètes s'alignent pour Apple ou d'autres constructeurs pour venir mettre le pied sur ce marché? Auparavant, c'était compliqué quand même de s'installer. Est-ce qu'on a une période charnière? Tu parles beaucoup de véhicules électriques, c'est une période charnière, le véhicule électrique. Là, c'est clairement tous les constructeurs automobiles vont te le dire. Ils sont en train de vivre une vraie révolution, leur transformation. On passe effectivement à l'électrique, mais on est en train d'explorer aussi d'autres solutions de mobilité propre, par exemple l'hydrogène, ou on a aussi l'électrique avec les batteries solides. Donc le moment est propice, oui. Après, est-ce qu'ils vont y aller? Comme disait Cédric, il y a besoin toujours dans les boîtes comme ça d'avoir des relais de croissance. Donc effectivement, l'automobile, c'est un marché énorme, c'est un énorme relais de croissance, sauf que quand tu regardes ce que fait Apple, c'est vrai qu'ils vont un peu, j'ai pas envie de te dire dans tous les sens, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils travaillent sans forcément les sortir un produit. Ouais, il y a une fameuse télévision d'Apple que Cédric portait de ses voeux, qui n'est jamais sortie, mais on sait qu'elle a failli sortir. Donc voilà. Alors j'ai eu un message de Tim Cook qui me dit mais je me remets à la voiture, c'est promis, dès que la télé sera sortie. donc tu vois, rien ne les empêche effectivement de travailler, de débaucher du monde, etc., sans que concrètement, ils sortent un produit, parce qu'il y a quand même énormément de considérations. Je ne vais pas m'avancer sur ce qu'on va dire tout à l'heure dans l'émission, mais effectivement, il va falloir des usines, il va falloir une maîtrise, une connaissance. Tu ne t'improvises pas constructeur automobile du jour au lendemain. On va faire le point là-dessus. Mais au-delà, pour rebondir sur ce que tu disais, ces
éléments importants de disruption qui vont venir, qui sont l'électricité, l'hydrogène, l'hybridation, qui sont la voiture autonome, nécessitent beaucoup d'argent en matière de recherche et développement et un savoir-faire en matière de tech. Et ça, Apple a des arguments sur ce point-là. En tout cas, ça, c'est peut-être la seule certitude qu'on a ce soir. En tout cas, parmi nos nombreux tweetos, vous êtes également pas mal à penser à l'inverse que Tim Cook ne se lancera pas dans la course à la voiture, à l'instar de Rémi Verhung sur Twitter. L'Apple de Tim Cook ne rentrera pas dans la course. Le domaine automobile n'est pas celui de l'informatique au sens large de la téléphonie ou des services et ça coûte, c'est vrai, très cher. J'ajouterais même de mon côté que les marges des constructeurs automobiles sont très basses au regard de celles d'Apple dans la téléphonie ou l'informatique. Julien, Apple, il marge à près de 30 ou 40%. C'est pas loin d'être le cas d'un Renault, d'un Peugeot, même d'un Volkswagen. Ouais, non, tout à fait. Effectivement, ça n'a rien à voir. Et quand on regarde les marges des téléphones portables, et c'est ce dont j'essaie de parler un peu avant, je ne sais pas si on peut exactement dupliquer la même chose. Et même quand on voit Luca Di Meo, quand ils ont parlé de la Renaulution, où on commence à aller sur des voitures de plus en plus chères, tout ça porte à croire que la voiture va être de plus en plus quelque chose, on va dire, de haut de gamme. Donc là, pour Apple, c'est tout bon. Mais effectivement, est-ce qu'ils vont tendre vers vouloir vraiment faire du haut de gamme? Est-ce que les gens vont les attendre là? Un petit chiffre tout bête, mais en France, la voiture neuve, le prix d'une voiture neuve moyenne achetée par les Français, c'est entre 26 et 27 000 euros. Ah, quand même. Encore une fois, je pense à ça parce qu'un iPhone, certes, c'est du haut de gamme dans la téléphonie, mais on est sur des prix qui restent raisonnables. Donc il y a tout ça à mettre en compte. Et effectivement, par rapport aux marges, ce qui va tout changer, c'est est-ce qu'ils vont tout faire de A à Z? Parce que s'ils arrivent, c'est très compliqué, mais s'ils arrivent à gérer beaucoup de choses, on voit, même si c'est pas une voiture, c'est un énorme, mais ce ils ont réussi à faire avec les processeurs, on s'y attendait pas, c'est un truc de malade. S'ils arrivent à faire ces petits coups de prouesse sur certaines choses, là ils parlent de batterie solide, là peut-être que ça peut baisser les prix et les marges peuvent être plus intéressantes. À voir. En tout cas, une chose est sûre, selon Amit Darianani, analyste pour la firme Everscore ici, l'Apple Car pourrait rapidement représenter près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire pour Apple. Donc ça va dans ton sens, Cédric. Et selon Morgan Stanley, le projet est même crucial pour l'avenir de l'entreprise. Le marché de la mobilité représenterait pas moins de 10 000 milliards de dollars. De la mobilité, pas seulement de l'automobile. Et Apple n'aurait besoin que de 2% de ce marché pour atteindre les chiffres qu'elle atteint déjà avec le business de l'iPhone. C'est Cathy Huberti, dans une note de janvier, qui parlait de cela. Autre réaction sur Twitter, celle de Stéphane Becquet. Regardez, pour ma part, je ne crois pas du tout à une voiture Apple. Trop compliqué, trop long le rachat de Tesla. Il y a quelques années, pourquoi pas? Et on aurait déjà une idée d'un ordi sur 4 roues en cassant les codes habituels du monde de l'automobile avec une marque forte à l'identité marquée. Le rachat de Tesla, c'est vraiment un serpent de mer. Une rumeur d'ailleurs qui a été confirmée par Elon Musk en personne. Le patron de constructeur de voitures électriques a révélé dans un tweet en janvier dernier qu'il a proposé à Apple et à Tim Cook de racheter Tesla. Alors je le cite, « Durant les jours les plus sombres du programme de la Model 3, j'ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité d'un rachat par Apple de Tesla pour 1/10 de la valeur actuelle. Il a refusé de me rencontrer. » Est-ce qu'on peut parler d'erreurs stratégiques majeures de la part de Tim Cook? Allez, Cédric. J'ai du mal à croire que chez Apple, s'ils ont vraiment des ambitions dans l'automobile, ils n'aient pas étudié le dossier avant même d'ailleurs. C'est ce qu'a dit Elon Musk en tout cas. Avant même qu'Elon Musk, tu vois, c'est un peu comme dire, tiens, est-ce que demain Samsung pourrait faire une console de jeu? Quelqu'un chez Samsung a fait le dossier de la console de jeu, ce que ça coûte, ce que ça rapporte, pourquoi c'est intéressant, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on rachète quelqu'un d'autre, etc. Là, c'est pareil. Ils ont dû se poser la question. Ils rachètent plein de boîtes, des petites dans l'ensemble, mais plutôt des startups. Mais c'est vrai, ce qu'on entendait tout à l'heure sur le problème de l'intégration, c'est que c'est difficile aujourd'hui d'être un constructeur automobile, en tout cas sur l'électrique, si tu maîtrises pas, 3, peut-être 4 choses majeures que sont la batterie, le moteur, c'est important, mais enfin bon, ça aussi, ça se trouve en OEM, et évidemment tous les éléments d'interface, de divertissement à bord. On sait que sur ce dernier point, Apple a toutes les chances d'être vachement fort. Sur le reste, c'est un peu compliqué, et on le voit bien, parce que toutes les rumeurs qu'on a jusque-là nous disent Apple serait en train de chercher un partenariat avec, avec à peu près la moitié de l'industrie automobile. Et
le problème, c'est que c'est dur d'avoir une valeur ajoutée si tu t'appuies sur l'expertise des autres. On se retrouve à peu près exactement dans la même configuration où on était il y a 10 ans, quand on disait ça y est, la télé d'Apple va sortir. Oui, mais c'est pas eux qui produisent des panneaux LCD. Non, ils vont les faire avec Sony, Samsung, machin, etc. Et finalement, c'est pas sorti. Et pourquoi on en saura, on le saura peut-être un jour. On le sait un petit peu, Cédric. On le sait un petit peu. C'est une question de marge déjà à l'époque. Hein. Le marché de la télé était trop concurrentiel et le produit d'Apple ne pouvait pas marger selon les critères d'un Tim Cook, donc ils l'ont pas. Exactement. Bah oui, parce que et c'est le problème et c'est ce que Didier disait très bien tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Apple aurait pu faire un coup d'enfer, sinon que Elon Musk l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'il a déjà, retourné la table sur le design intérieur de la voiture, sur les technologies du moteur, de l'interface, la connexion, et puis surtout sur l'intégration verticale totale faut imaginer que Tesla, ils sont en train de creuser derrière leur usine dans le Nevada pour avoir leur propre mine de lithium. Ouais. Là, on est dans la totale de l'intégration totale, quoi. Ouais. Et c'est pas la culture d'Apple. Apple, ils ont très peu d'usines en propre. Ils ont quoi, les usines du Mac Pro. Pour le reste, c'est quand même pour le reste, c'est quand même de l'assemblage et c'est difficile, encore une fois, d'arriver et de trouver une place à la table des constructeurs si tu t'appuies sur l'expertise des autres. Donc c'est gonflé. Mais on disait tout ça coûte très cher. Ça, c'est le moindre des problèmes d'Apple. De l'argent, ils en ont. Oui. Et s'il faut investir, ils investiront. Mais ça va requérir pas mal de changements. Il n'empêche, Cédric, ou Driss sont plutôt en plateau, on a le sentiment quand même qu'Apple a loupé, Tim Cook, une occasion en or de prendre pied durablement sur le marché là, en rachetant Tesla. Surtout quand on voit la capitalisation boursière aujourd'hui de Tesla, c'était une affaire en or. Oui, bon, ils n'en ont pas besoin. Tu sais que la capitalisation, elle fait le yo-yo. Oui, non, mais effectivement, là, ils ont une position sur le marché qui est enviée de beaucoup de constructeurs, qui sont tous à la ramasse dans le domaine de l'électrique, à essayer de les rattraper. Je rejoins Cédric sur le côté... Niveau cash, ils sont tranquilles, mais il faut se rappeler que c'est pas parce qu'ils ont du fric qu'ils le dépensent bêtement. Racheter Tesla, c'est pas le dépenser bêtement. Non, en rachat, mais ce que je veux dire par là, c'est dans des développements et de se lancer. Ils avaient déjà un gros morceau de Tesla à l'époque, crois-moi. Effectivement, c'est peut-être une occasion manquée. Bon, encore une fois, à l'époque, Tesla n'était pas forcément dans la position où ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'ils y ont cru ou pas en l'état, tu vois, construire une usine, recruter les personnels compétents, etc. Ils ont le soft, ça c'est clair. Mais après, tous les autres composants, tu sais, tu as beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui se lancent dans l'électrique. Et avec Didier et Julien, on essaie suffisamment de voitures pour te dire que tu ne t'improvises pas constructeur de voitures électriques du jour au lendemain. Oui, tu as de Tesla, grosses déceptions. Oui, et puis à chaque fois, on est en train de dire, regarde, la consommation de cette voiture-là par rapport à une Tesla Model 3, c'est le double ou presque. C'est mal optimisé, c'est mal géré. Après, tu as aussi les questions d'interface, etc. Donc, ça reste un métier compliqué. Après, encore une fois, ils ont les équipes, ils ont les fonds pour se lancer dans le... Ouais. Allez, juste un dernier mot avec Didier, parce qu'on en parle souvent de ce rendez-vous manqué ensemble avec Tesla. Question d'ego, tu penses que Tim Cook avait peur de laisser rentrer le loup dans la bergerie? Si Elon Musk rentrait au sein d'Apple, il aurait pu prendre sa place, peut-être? Ouais, c'est une belle hypothèse. Effectivement, ce qui est étonnant, c'est que, entre guillemets, Elon Musk est vraiment dit que Tim Cook voulait pas le rencontrer, c'est-à-dire qu'il voulait même pas ouvrir les discussions, tu vois. C'est ça qui est étonnant. Et quand Elon Musk te dit ça, tu te dis quand même, c'est-à-dire qu'ils ont même pas eu des pré-discussions, quoi. Donc ça, c'est plutôt étonnant. Et après, moi, en fait, récemment, là, il y a quand même le partenariat, alors manqué ou pas, on ne sait pas encore, mais avec Hyundai et Kia, qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire, Apple pourrait s'appuyer sur un des maîtres de l'électrique, parce que Hyundai et Kia, ils sont quand même très très bons en efficience, ils ont des bons moteurs, ils sont très proches de tout ce qui est batterie et tout, ils maîtrisent vraiment très bien. Et si Apple ne faisait quelque part que le software, l'IA, il y a quand même beaucoup de boulot là-dessus, tu vois. Et aujourd'hui, justement, quand on teste toutes ces voitures électriques, là, par exemple, je teste l'ID3 de Volkswagen, mais ils sont à la ramasse complet en termes de software. Tout est buggé. Ça marche pas du tout. Donc, mais ce n'est qu'une partie de l'automobile. C'est-à-dire qu'après, il y a quand même la gestion du réseau. Volkswagen a quand même tout le réseau Ionity. Donc, tu vois, pareil, tu t'improvises pas comme ça à créer un réseau même en 2 ans. Ça prend quand même beaucoup de temps. Et du coup, ça obligerait Apple quand même à faire des partenariats dans tous les sens, qu'ils aiment pas beaucoup en général.
général. Donc, est-ce qu'il voudrait vraiment avoir cette position qui essaye d'avoir Google, c'est-à-dire de mettre Android Automotive là un petit peu partout et puis de gérer uniquement cette partie-là, ou est-ce que petit à petit, tu vois, voilà, ils prennent des partenaires comme ils ont fait avec Foxconn, etc. Petit à petit, ils achètent des usines et puis à la fin, ils arriveront à faire une voiture un petit peu de bout en bout en grande partie. Faut pas oublier quand même que même l'iPhone, même les Mac, il y a quand même encore beaucoup de produits qui viennent de partout, y compris de ST Microélectronique, de toutes ces boîtes-là qui sont des fournisseurs, donc qui sont quand même habitués à travailler de cette façon. Des boîtes françaises, monsieur. Et oui. Franco-italienne, je crois. Alors, vous l'aurez compris, Apple va devoir sans doute y aller seul, ce qui amène cette question sur Twitter. Regardez, de Laurent Stosky, quel support industriel, quel circuit de distribution et d'entretien Apple peut-il concevoir tout cela seul et à quel prix? Merci encore pour la qualité de vos émissions et merci de les regarder en tout cas. Alors nous allons parler du support industriel dans un instant, mais d'abord le circuit de distribution et d'entretien est-il indispensable pour vendre des voitures aujourd'hui? Allez, peut-être avec Julien parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu. Ouais, mais c'est assez intéressant parce qu'on en parlait encore aujourd'hui avec l'équipe de POA et tout. C'est sûr que ce qu'a fait Elon Musk et le fait, en gros, d'aller sur Internet, de faire sa config et d'avoir la voiture presque qui vient en livraison à la Amazon, ça a changé les règles. Citroën a fait un peu pareil avec l'Ami. On commence à avoir des retours sur ça. Mine de rien, le contact humain, le fait d'aller à son garage qui est au bout de la rue avec le mec qu'on connaît un peu, c'est quand même hyper important. Pour plein de petits détails, plein de choses, on voit aussi la Citroën Ami a une grosse campagne de rappel. On a des fois des petits observateurs. Les petits observateurs, c'est nos abonnés qui viennent, qui ont des petits soucis avec tout ce côté Internet dématérialisé. Une voiture, de manière générale, c'est pas un téléphone, c'est pas un ordinateur. Le contact humain, c'est quand même, ça reste important. Je sais pas si demain, la veille, pour l'achat encore, peut-être que c'est possible. Mais vraiment pour la maintenance, tout ça, il y a besoin d'avoir des garages. C'est encore très important, je pense. J'espère bien. Mais au-delà, quand même, Julien, ou peut-être Driss en plateau, la voiture électrique, on m'a toujours dit qu'elle réduisait considérablement la partie entretien et service. Hein. Vraiment une portion congrue aujourd'hui comparée auparavant. Il n'y a plus de vidange, il y a juste les plaquettes de frein à changer de temps en temps et c'est tout, quoi. Et encore. Parce que tu utilises le frein moteur pour la régénération. Donc ça, c'est un vrai problème pour le business model des constructeurs automobiles qui va changer. Alors, ils vont plus s'appuyer sur les services pour faire de la marge. Tu as quand même le principe du réseau reste important. Je vais te citer un constructeur qui s'est lancé avec un véhicule qui était plutôt intéressant en termes de rapport qualité-prix, c'est MG. Oui. La marque MG est venue avec un SUV électrique. C'est une marque anglaise qui est maintenant une marque chinoise. Qui n'est plus une marque anglaise. Là, pour le coup, ça a été racheté par un grand conglomérat chinois. Et ils ont un seul point de distribution à Paris, dans le 11e, si je ne m'abuse. Comme disait Julien, ce n'est pas forcément le point le plus problématique parce qu'ils viennent te livrer à domicile, etc. Pas mal. Bon, ce n'est pas un souci. Mais le jour où tu as un souci, effectivement, c'est plus rassurant pour le client d'avoir un concessionnaire à proximité plutôt que de te dire le plus proche, il est à la capitale. Même si tu as des solutions comme propose Tesla, où tu as des mécaniciens itinérants qui viennent directement réparer ta voiture chez toi. Alors, et juste le fait d'avoir un maillage avec beaucoup que ce soit des garagistes ou que ce soit juste le fait de pouvoir aller voir les voitures, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens, même je suis beaucoup de chaînes sur YouTube, mecs qui adorent les Tesla et qui sont hyper loin, et le Tesla le plus proche en fait c'est celui de Chambourcier qui est en Ile-de-France. Il doit venir en train pour chercher la Tesla pendant un laps de temps, après il rentre. Enfin, c'est quand même compliqué, c'est bête, hein, mais c'est un truc on n'achète pas une voiture tous les jours, mais le fait que ce soit pas trop loin, c'est quand même important quand on doit traverser la moitié de la France pour avoir une voiture. Je parle là, c'est la livraison. Si elle vient chez nous, c'est encore différent. Mais c'est vrai que c'est des choses, c'est quand même compliqué de mettre tout ça en place, quoi. Donc on a parlé du réseau de distribution. Parlons maintenant de ce que disait notre tweetos, à savoir des usines. Hein. Les constructeurs automobiles, c'est leur force aujourd'hui, ont des usines de fabrication aux quatre coins du monde, hein, ce qui n'est pas le cas d'Apple. La firme de Cupertino peut-elle faire appel uniquement à des sous-traitants aujourd'hui, à la star de Foxconn, pour assembler une voiture? Est-ce que c'est envisageable dans l'industrie de l'automobile? Julien, tu en parlais, continue, je t'en prie. Non, mais en fait, je vous écoutais avant et c'est super intéressant parce que ce qui se passe un peu aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais il y a les constructeurs centenaires qui font des voitures, qu'on aime ou pas le design, mais il y a des vraies belles finitions, il y a des gens, c'est presque de la maroquinerie des fois, les intérieurs et tout. Et très souvent, pas tout le monde, je ne vais pas faire de généralité, mais les interfaces ou l'écosystème, il est zéro. Ils ont essayé de faire du mieux qu'ils peuvent, ils ont sorti la voiture électrique, ça va leur baisser leurs émissions de CO2 de façon globale. Voilà. À côté de ça, il y a Tesla.
qui a vraiment tout son écosystème, ça fonctionne, les voitures sont de moins en moins chères et ça marche bien. Mais il y a encore, si on a vraiment l'œil, des petits soucis de finition, des joints, des petits trucs, des bruits d'air et tout. Et c'est intéressant comme, effectivement, c'est un peu l'ancien monde, le nouveau monde, mais pour l'instant, il n'y a pas encore un truc totalement global qui arrive à mettre tout ça en place. Et est-ce que Apple va réussir à le faire? C'est très compliqué. C'est pas pour... je mets de l'eau dans mon moulin, forcément, parce qu'on parle de voitures toute la journée. Mais c'est compliqué, en fait, de tout réunir. Alors, il faut peut-être aussi un peu de temps. Hein, on est au balbutiement, c'est au début. Mais réunir cette qualité perçue, le design, le côté où, mine de rien, il faut que ce soit efficient. On parlait des moteurs, parce que faire une voiture électrique, c'est pas que mettre un moteur et une batterie. Et avoir tout ce package, et en même temps... avoir le côté où c'est hyper bien fini et tout, c'est très compliqué. Et on s'en rend compte aujourd'hui, où chacun a son petit truc. Effectivement, le plus simple encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'avoir une Tesla. Et pour finir juste un tout petit peu par rapport à ça, effectivement, on parle de prise, tout ça. Est-ce que, ma vraie question, c'est est-ce que Apple va être prête, s'ils font une voiture, à se dire, ouais, bah, y a pas de souci, on va aller sur les charges Unity. Je sais pas, est-ce qu'on va avoir du combo CCS comme tous les autres? Est-ce qu'on va pas vouloir faire notre prise? Ça aussi, ça va être intéressant. Donc, tu parles des standards de recharge pour ceux qui n'ont pas de voiture électrique. Donc, est-ce que Unity, c'est le réseau de recharge enfin, l'union du réseau de recharge alternatif au réseau de Tesla? Parce que la force de Tesla aujourd'hui, c'est son réseau de recharge. Tu m'arrêtes, Julien, si je dis une bêtise. Il faut quadriller le territoire pour pouvoir charger sa voiture lorsqu'on fait notamment de longues distances. Et donc, après, effectivement, il faut une norme de prise, tout simplement une norme de charge qui soit commune à tout le monde pour qu'au moment où on s'arrête, on puisse charger sans avoir des multi-adaptateurs. C'est ça, Julien. Ouais, non, c'est totalement ça. Et effectivement, quand on voit Apple et tout, et s'ils veulent créer leur expérience, parce que c'est ça, c'est l'expérience utilisateur, même il faudrait que tout soit connecté avec les iPhones, les MacBooks et tout. Est-ce qu'ils vont vouloir travailler en guillemets avec le groupe Volkswagen, BMW, il y a Kia dedans, il y a PSA, enfin Stellantis, avoir aussi les Unity? Je suis pas sûr. Enfin, j'en sais rien du tout. Mais je me pose vraiment la question. Parce que même par rapport à Tesla, bah, c'est un peu moins chic que Tesla qui a leur superchargeur, souvent à côté des hôtels, des trucs sympas et tout. Et pour finir, vendre des téléphones, une fois que c'est vendu, on a le téléphone et tout, charger des voitures électriques, il faut voir avec la voirie, il faut voir avec les villes, il faut pouvoir les mettre. Quand on regarde à Paris aujourd'hui, quand les bornes d'Autolib, les trucs et tout, enfin, ça a été racheté, mais il y a tout ça à mettre en place aussi. C'est pas qu'une voiture. Ouais. Mais au-delà, est-ce qu'il existe aujourd'hui des constructeurs qui n'ont pas, des gens qui font des voitures, qui les vendent sur leur marque et qui n'ont pas d'usine? Est-ce que ça existe aujourd'hui? Il y a des sous-traitants, bien sûr, notamment pour des séries un peu plus prestigieuses, j'imagine. Mais est-ce que concrètement, on pourrait imaginer qu'un Apple dise, voilà, pas monsieur Ford ou monsieur Renault, mais un petit constructeur, voilà, vous allez nous produire des voitures. J'imagine un petit peu premium. Il y en a énormément. Hein. Il y en a énormément. En Chine, il y a entre 200 et 400 constructeurs de voitures électriques. D'accord. Là, le jour où j'ai entendu ça, j'ai fait un replay 3 fois en disant on parle bien de la même chose. Oui, parce que justement, ils sont sur une logique d'assemblage. En fait, c'est comme quand on disait il y a 150 fabricants de PC. Bah oui, d'accord, un disque dur, une carte mère, de la mémoire, un moniteur, ok. Donc il y a des expertises. On a l'impression d'être repropulsé plus de 100 ans en arrière, où il y a un moment où il y avait plus de 100 constructeurs automobiles en France. Bon, il y a eu un peu de consolidation depuis, et il va se passer la même chose de ce côté-là. Mais de fait, on peut, parce que en plus, ce sont des voitures quand même plus simples. Je suis d'accord avec ce qu'on disait là, c'est que on s'improvise pas constructeur automobile, mais c'est aussi là-dessus qu'on a, parce qu'en fait la question qu'il faut se poser, c'est pas tellement est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont le faire, c'est de quoi tu as envie. Tu vois ce que je veux dire ? On te dit Apple sort une voiture. Si je te dis, tu vois, je sais pas, Apple va sortir un nouvel ordinateur de bureau, tu vas pouvoir me dire, moi j'aimerais bien qu'il soit comme ça, peut-être qu'il soit tactile, peut-être qu'il... Tu vois, bon. Et si une voiture Apple devait arriver, à quoi est-ce qu'on aurait envie qu'elle ressemble ? C'est une vraie question, c'est une vraie difficulté. Si la question s'était posée il y a 5 ou 10 ans, on aurait eu probablement plein d'idées. Mais là encore, je suis sur la ligne Pulicani. Le problème, c'est que Elon Musk est arrivé, a dit, Elon Musk, il a fait l'iPhone. Il a tué quoi. L'iPhone, c'est sa modèle 3. C'est-à-dire qu'il a fait le truc qui redéfinit des pans entiers de l'industrie automobile d'un seul coup. Donc, c'est difficile de refaire ce coup-là. Je souris parce qu'on me sauve dans l'oreillette, mon ingé son me sauve dans l'oreillette, que si Apple sort une voiture, il le sortirait à coup sûr sans le chargeur. Ça, malheureusement, ça risque d'être une non, mais elle chargera en Lightning. Tout va bien se passer. Alors, concrètement, Andrés, est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui de sous-traitants pour des petites séries? Ça existe déjà. On l'a vu en Chine, notamment avec Cédric, pardon.
Bah, j'ai un scoop pour vous. Enfin, c'est pas vraiment un scoop. Hein. Moi, j'ai une usine pour Apple là, qui est en vente, c'est celle de McLaren. Woking, qui est en vente. Alors, oui, bon, c'est des trop de gamme, mais si tu veux, il y a une usine. Il y a l'usine, tout est là, tout est prêt. Hein, il y a plus qu'à. Il se lance aussi dans l'hybride, donc il n'y a plus qu'à y aller, si tu veux. Plus sérieusement, il y a quelque chose que disait Cédric tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les constructeurs, plutôt que se lancer tout seuls, maintenant, c'est plutôt des partenariats, voire des alliances. Ça, on le voit tous les jours chez les constructeurs automobiles. Et là, typiquement, tu vois, tu as Toyota qui s'est mis pareil de mèche avec Suzuki, si tu veux. Donc, c'est peu envisageable qu'il se lance comme ça seul, surtout comme tu l'as dit. Dans ce cas-là, il faudrait être sur des petites séries, mais qui dit petite série dit forcément l'investissement. Est-ce qu'il va vraiment valoir la peine ? Je ne sais pas. Et ça représente beaucoup d'argent. Donc en cas, il faut qu'Apple s'associe plutôt avec un grand constructeur automobile pour y arriver. Mais est-ce qu'eux vont vouloir ? Voilà, et pour prendre pied sur le marché, est-ce qu'ils vont vouloir ? Alors, on a parlé de beaucoup de constructeurs. Il y en a un en particulier qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est Hyundai Kia. On en parle tout de suite après le busomètre. Le busomètre, les actus aux rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever, et c'est avec Didier Poulicani. Et oui, Olivier, alors on va commencer par du Mac. Tu sais que tout le monde s'est excité avec les Mac ARM, là c'est quand même la petite révolution, mais on en veut plus parce que voilà, du MacBook Air, du MacBook Pro, ça ne suffit pas. Et là, donc cette année, il devrait y avoir donc des iMac qui devraient sortir, peut-être on va en parler juste après, une machine de bureau. Mais en tout cas, les iMac pourraient reprendre un peu des couleurs, c'était la rumeur de la semaine. Voilà, il y a eu des concepts qui sont passés avec des couleurs des iPad Air, tu sais, un petit peu pastel comme ça. Donc assez réussi. Et je trouve que ce serait bien que l'iMac, tu vois, quitte à changer de design, qui ressemble un peu au XDR, qui ramène un petit peu de couleur, cet esprit qu'on avait dans les années 90. L'esprit original d'une machine, voilà, un peu populaire, un peu, voilà, qui mette un peu de baume au cœur. Alors après la machine grand public de bureau, la machine pour les pros. Oui, alors là aussi, un petit concept, je ne sais pas si tu auras l'image, mais effectivement, on imagine beaucoup, alors apparemment, un Mac Pro mini, donc qui serait sur ARM aussi, et qui ferait à peu près la hauteur de 3 Mac mini, et avec la gueule du Mac mini, c'est-à-dire avec de l'alu, tu vois, un peu gris comme ça. Un cube, quoi. Voilà, un cube, et en plus, maintenant, vu que tu peux rien, enfin, il n'y a que des ports qui sortiraient, donc ce serait le Mac Pro vraiment cube. Voilà, une espèce de monolithe. mais c'est assez sexy parce que si tu imagines ça sur ton bureau très puissant, tout petit et finalement qui est très efficace, très rapide, ça pourrait être un peu l'acte manqué du Cube ou du Mac Pro de 2013. Quoi. Le Mac Pro en forme de corbeille à papier. On parle d'Apple Music cette fois-ci ? Oui, alors ça s'excite un petit peu autour d'Apple Music parce que forcément, tu sais, Apple aime pas trop le gratuit. Ils aimeraient bien que tout le monde paye tout. Donc voilà, les modèles de Spotify et d'Amazon, ça leur plaît pas beaucoup. Et il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent encore Spotify en version gratuite avec de la pub. Et là, il y a une petite rumeur cette semaine qui parlait d'une version Apple Music qui est financée par de la pub. Alors les médias se sont emparés de ça et tout. Et Apple est tout de suite arrivé en disant non, on le fera pas. Et quand ils font ça en général, c'est vraiment pour démentir tout de suite. Et pas, tu vois, en général, des fois ils laissent un petit peu le marché, pour regarder tuer ça. Et tout. La rumeur dans l'œuf. Ouais, je pense qu'ils voulaient vraiment dire non, chez nous, il n'y aura pas de pub. En plus, ils ont une vraie croisade en ce moment contre la pub. Donc, bien sûr, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Après Apple Music, on parle de Final Cut. Oui, et là aussi, alors Final Cut pour arriver sous forme d'un abonnement, ce serait pas illogique puisque Apple, tu sais, aujourd'hui tu payes ta licence et tu as toutes les updates gratuites, donc c'est hyper intéressant pour qui fait du montage. On sait tous à quel point c'est intéressant par rapport à Premiere, par exemple. Et donc un abonnement, ça pourrait avoir du sens, surtout pour des gens, par exemple, tu vois, qui voudraient pas forcément l'utiliser tout le temps, qui pourraient prendre un abonnement comme la Creative Suite, tu vois, pour un mois ou deux. Donc ça pourrait être intéressant. Ils pourraient même faire un Apple One Pro avec plusieurs logiciels dedans, avec Logic, par exemple, ça pourrait être assez intéressant. Donc là, par contre, c'est de la rumeur, ça n'a pas été démenti. Et moi, ça me paraîtrait pas illogique parce qu'ils poussent quand même beaucoup les abonnements. Quand même. Tu utilises quoi, Julien, pour mon TPUA aujourd'hui ? C'est pour ça que je levais les yeux au ciel quand tu as dit ça. Alors, non, mais c'est juste que c'est vrai que j'utilise Final Cut. Ouais. Et c'est vrai que quand tu l'as payé une fois, c'est 300 €, je crois, de tête, tu es quand même content. Voilà, c'est fait. Ouais. Effectivement, Adobe, quand tu as un truc mensualisé, ça va dépendre de combien ça coûte. Mais moi, j'aimais bien le côté. Voilà, j'ai payé une fois, j'ai presque à vie, les mises à jour sont faites, ça m'allait très bien. On verra, voilà. Bien, on continue toujours sur les services, dirons-nous. Allez. Oui, alors on termine avec, tu sais, le petit bouton Sign with Apple, connexion avec Apple, là, qu'Apple impose dans les applications qui mettent des connexions avec Facebook ou avec Google, donc pour se créer un compte sur ton app. Ce qui pose pas mal de problème quand même à des développeurs, parce qu'il y a beaucoup de contraintes à rajouter ça. Et du coup, il y a le département de la justice américaine qui s'inquiète un petit peu de ça, qui a été saisi en fait, et ils ont pris à bras-le-corps ce point dans déjà un gros dossier antitrust quand même. Donc Apple essaye de jouer un petit peu sur tous les tableaux en ce moment, essaye de pousser un petit peu son monopole
voilà, sur pas mal de sujets. Et tu vois, là, nous qui refaisons notre application, c'est promis, Olivier, on est effectivement très en train. Et on a mis des connexions à Google, Facebook, se dit mince, connexion avec Apple, il faut le mettre aussi. Non, on arrête tout. C'est pas si Comment simple. Mac Forever développe son application? Peut-être, non, mais c'est une rumeur, on verra. Le site internet aussi, soyons fous. Non. Peut-être aussi, on verra. Bon, on va voir. Tu sais que sur la home du site internet Mac Forever, c'est la même émission dont on refait le Mac depuis 6 mois. Hein. Il va quand même. Je suis sûr qu'elle allait me sortir une saloperie comme ça. Mais c'est une émission sur le Mac Pro, je crois qu'elle a 1 an. Un truc comme ça. Mais il va être très beau, tu vas voir. Il va être très beau. Bon, c'est sûr, quand on teste la journée des voitures, on n'a plus de temps dessus. Bon, bref. Merci Didier. En tout cas, c'est un plaisir. Retour à l'Apple Car, vous l'avez compris, Apple aura de grandes difficultés à produire seule sa voiture. L'Apple va avoir besoin de signer des contrats avec des partenaires. Alors, quel constructeur va oser s'associer à Apple? On en parle dans ce prochain chapitre. Alors, quel partenaire? Kia, PSA, Renault, on les a tous entendus. Hein. Parmi les constructeurs automobiles, une marque a fait couler beaucoup d'encre depuis le début de l'année. Un gros partenaire potentiel, c'est Hyundai Kia. Et la mèche a été allumée par un média sud-coréen, je crois, Didier, qui avait avant de s'éteindre quelques jours plus tard seulement. Hein. C'est ça, Didier? On a eu 15 jours de rebondissement, mais comme si c'était un truc qui se jouait sur 15 jours, alors que voilà, des discussions comme ça, à coup de milliards et à coup d'énormes partenariats industriels, tu te doutes bien que c'est des trucs qui sont extrêmement lourds. Alors, est-ce que, effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des discussions qui ont quand même été assez avancées. C'est vrai que chez Hyundai, ils n'ont peut-être pas forcément la même culture du secret qu'Apple, donc peut-être qu'il y a des cadres et tout qui ont vendu un petit peu la mèche, que Apple n'a pas aimé, mais bon, tu vois, ça me paraîtrait quand même une excuse un petit peu légère pour abandonner le deal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kia et Hyundai, aujourd'hui, c'est un des plus gros constructeurs sur l'électrique. Ils maîtrisent énormément de choses, hein, comme on le disait tout à l'heure, et ça avait beaucoup de sens, en fait, cette rumeur, d'autant qu'on en reparlera peut-être après, mais Hyundai vient d'ailleurs annoncer récemment une plateforme électrique assez avancée, hein, et ils ont même annoncé là, une nouvelle voiture qui s'appelle la Ioniq, qui préfigure presque de ce qu'aurait pu être une Apple Car, tu vois, en rajoutant tout l'écosystème Apple, elle aurait pu être assez cool. Et surtout, ça aurait permis, effectivement, comme Hyundai maîtrise vraiment très bien la partie électrique, ils ont beaucoup d'usines, ils ont même des usines aux États-Unis, tu vois. C'est ça qui faisait que la rumeur était assez précise. Ah oui, parce que tu sais, avec le Covid et tout, c'est pas forcément évident en ce moment de se déplacer et tout ça, donc ça aurait facilité ça. Ils auraient pu lancer aussi sur le marché américain assez facilement. Et c'est vrai que tout ça commençait à s'assembler, quoi. On commence à avoir des pièces du puzzle. Et puis finalement, voilà, les discussions se seraient arrêtées, donc ça a été confirmé, je crois, par plusieurs médias. Mais en fait, moi, je me méfie de beaucoup de ça, parce que ces discussions ne s'arrêtent jamais. Il y a comme des milliards en jeu, et on a bien vu les appels du pied des différentes marques, comme le disait Julien là ces dernières semaines. Les constructeurs seraient ravis de travailler avec Apple. Ils ont des centaines de milliards. Ils ont juste besoin de les dépenser. Ouais, la rumeur, elle est avec quand même un bémol, hein, et on l'a vu dans plusieurs articles. Il y a des constructeurs, alors là, on est vraiment dans le domaine de la rumeur totale, mais certains constructeurs auraient reculé ou hésité, parce qu'évidemment, l'une des exigences d'Apple, c'est le constructeur qui travaillera avec Apple, je te mets à l'aise, sa marque n'apparaîtra nulle part. C'est un peu comme l'écran de ton iPhone, tu vois ce que je veux dire. Et là, forcément, il y en a peut-être qui ont eu un mouvement de recul en pensant qu'eux étaient le vrai constructeur automobile et que donc... tu vois, souviens-toi, moi je me souviens de Peugeot qui avait fait une voiture avec Microsoft. Bon choix. Voilà, pour faire un bureau mobile. Ouais, mais c'était avant Stellantis, c'était avant, voilà. C'était bien avant, voilà. Stellantis. Mais évidemment, on était encore sous le règne du partenariat. Or, si Apple fait une Apple Car, elle s'appellera Apple Car. Bah oui. Alors, elle ne s'appellera pas Apple Car by Stellantis. On va arrêter de se mentir. Ça a été très loin la rumeur. Hein. Souvenez-vous, c'était Bloomberg qui avait réallumé la mèche, annoncé qu'Apple était prêt à investir 3,6 milliards de dollars sur les chaînes de montage aux États-Unis de Hyundai, ou de Hyundai, je ne sais pas comment on dit. Et puis Hyundai. Et selon Reuters plus récemment, les cadres du constructeur se seraient montrés coréens, se seraient montrés réticents, tu l'as dit, estimant que le deal risquait de reléguer Hyundai à un rôle de Foxconn de l'automobile, un simple fournisseur. Et c'est vrai que c'est le risque. C'est vrai que ce que disait tout à l'heure Didier, Hyundai aujourd'hui a une vraie valeur ajoutée avec sa nouvelle plateforme. Comment elle s'appelle? Je la cherche dans mes notes. La norme EGMP, je crois. EGMP, elle a une vraie valeur ajoutée sur le marché en termes d'électricité aujourd'hui. Ils sont au niveau de Tesla aujourd'hui, tu penses, nos amis de chez Hyundai? On la voit, regarde la plateforme. Je pense que oui, parce que tu sais, pour avoir essayé même les modèles actuels de Hyundai et Kia,
vraiment sont parmi les principaux concurrents de Tesla. Ils ont des produits qui sont performants. Bon, après, le design, tu aimes ou tu aimes pas. Moi, j'aime bien. Moi, je voulais revenir sur une chose quand même, ce que disait Cédric tout à l'heure, où le logo n'apparaîtra pas. Ceci dit, ça s'est déjà vu. Vous vous souvenez des... C'était avec Motorola, je crois, qu'on avait eu un iPod. Comment il s'appelait tu te souviens? Le rocker, le Motorola Rocker. C'était une telle réussite qu'on n'en parle plus. Non, et ben voilà, tu vois un Motorola avec iTunes intégré. Souvenez-vous, iTunes, moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc ça a existé, hein, si tu veux. Oui, c'était un flop total. Ils l'ont déjà fait. Après, l'avantage de Hyundai, vous l'avez dit, hein, c'est clairement, à mon sens, ils ont tout en main. Ils ont la technologie, l'expérience et surtout, ils sont présents aux États-Unis. Parce qu'on est tous en train de raisonner, bon, ils vont lancer une voiture électrique partout. Je ne pense pas. Ça passera d'abord par le marché américain pour ensuite aller sur les autres territoires. Donc, si un constructeur est déjà implanté aux États-Unis, ce sera un gros point fort. Ouais. Tu confirmes, Julien, Hyundai est un acteur vraiment très fort sur ce marché. Cette plateforme dont on parle aurait 500 km d'autonomie, 80% de recharge en seulement 18 minutes. Ouais, c'est un bel argument pour convaincre de passer à l'électrique. Hein. Ouais, non, mais tout à fait. Mais en fait, ça fait déjà quelques années qu'on voit, que ce soit au niveau de l'hybride ou que ce soit au niveau de l'électrique. En fait, Hyundai et Kia, ils font aussi des voitures efficientes. Et ça a jamais, enfin moi, si vous regardez un peu POA, je parle toujours de la consommation. C'est devenu un running gag, c'est un truc qui vient de très loin, mais je le pense vraiment, et pour moi c'est important la consommation. Et avant, la consommation c'était une histoire, donc avec des voitures thermiques, c'était une histoire, est-ce que j'ai de l'argent ou pas pour remplir mon réservoir, et ça s'arrêtait là. Là, en fait, les cartes ont été rebattues, et c'est très important d'avoir une voiture avec un bon CX, avec des moteurs efficients, avec aussi une intelligence qui gère bien les batteries, et ils sont très forts à ce niveau-là, et vous avez des fois il y a des petits observateurs, donc des abonnés qui nous envoient des consommations qui sont de l'ordre de 10 à 12 kWh au 100, enfin autant dire que c'est vraiment top, et ça c'est vraiment très 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 important, et à ce niveau-là ils sont très bons, sans vouloir casser du sucre. Sur d'autres marques, il y a beaucoup de marques allemandes qui s'amusent et qui ont ce côté comme avant à mettre des gros moteurs, grosse puissance, et on envoie. Le problème, c'est que après, on fait du 25, du 28, du 30 kWh au 100, et on a des autonomies, on a des voitures de 2,5 tonnes avec des autonomies qui font difficilement 200 bornes sur l'autoroute. Donc, effectivement... je ne suis pas spécialiste. Hyundai... tu penses à une marque allemande, c'est ça? Non, mais pas une en particulier. Non, mais c'est de manière générale. Non, mais on voit en fait les cartes ont été vraiment rebattues avec l'électrique. C'est très intéressant. Ouais. Enfin, c'est pour ça que moi j'adore essayer des voitures à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est pas une histoire de est-ce que je prends un DCI 90 chevaux ou un 110 chevaux quoi. On a vraiment les cartes sont rebattues. Ouais. Et Hyundai, effectivement, pour finir là-dessus, ils arrivent à avoir des choses très très efficientes. Et ils ont plein de belles choses, je ne veux pas trop en dire parce qu'on va en parler aussi à la fin, mais ça aurait pu, je ne sais pas, parce que là ça a l'air d'être plutôt négatif, mais ça aurait été très intéressant. On a vu aussi qu'ils se sont intéressés avec Nissan, mais c'est ce qu'on disait au début, Nissan c'était tout de suite non, parce qu'ils ne veulent pas juste fabriquer le truc, il y a marqué, il y a la belle pomme et finalement on n'entend pas parler d'eux, et voilà, donc eux ils veulent se concentrer sur leur marque. Ouais, tu l'as dit, Nissan aurait dit non à Tim Cook, un proche de la marque japonaise aurait ainsi... déclaré: quand vous faites un objet sur la marque Apple, vous donnez votre âme et vos marges à Apple. Avant d'ajouter: donner à Apple le meilleur de nous-mêmes, ce n'aurait aucun intérêt. Il faut le donner sous la marque Nissan. Voilà, tout y dit. Ça va être donc difficile pour Apple de trouver un partenaire, parce que c'est un peu le loup dans la bergerie de faire entrer Apple. Bah écoute, on le voit déjà aujourd'hui, ne serait-ce que par un truc tout simple, ce sont les systèmes tels que CarPlay et Android Auto. C'est eux qui ont les meilleurs assistants vocaux, clairement. Didier te le confirmera, tous ceux qu'on teste dans les voitures, c'est catastrophique. Mis à part pour régler la clim, là ça marche très bien, pour le reste, faut oublier. Sur ma Mini, je n'ai jamais utilisé le mien. En plus, il me parle en espagnol, j'adore. Hein. Et en fait, tu vois, tu te dis, mais mince, pourquoi je ne pourrais pas utiliser Siri ou encore mieux Google Assistant pour tu vois, fermer les ouvrants dans la voiture, d'autres fonctionnalités, et on ne veut pas trop leur donner les clés. Il y a Mercedes, mine de rien, là je sors de l'essai de la classe S, Mercedes... Déjà, leur classe A est sortie il y a 3 ans, et quand on voit l'intérieur d'une classe A, ça a 3 ans, ça pourrait être en World Premiere la semaine prochaine, on dirait que c'est encore top. Et Mercedes commence à vraiment bien bosser, et elle commence à nous comprendre petit à petit. C'est intéressant, et ils commencent à mettre des intelligences artificielles à base de, on regarde un rétroviseur, c'est celui qu'on va changer, on tourne la tête, il y a le rideau qui descend. Ça commence à venir petit à petit, mais après, je suis totalement d'accord avec toi, Driss, j'ai fait essayer sur plein de voitures.
Et des fois, elle répond pas, elle fait autre chose. Enfin, c'est encore très compliqué. Tu te tapes des crises de rire parfois avec les systèmes. Avec Alexandre Lenoir, on avait fait une vidéo comme ça, mais c'était à mourir de rire. On sait que la radio, c'est pas un foudre de guerre, mais dans les voitures, c'est pire. Là, juste pour régler le volume, quoi. C'était une blague. Ou mettre la radio, je te dis, une crise de rire. Pourtant, tu l'as dit, je crois que c'est Julien ou c'est Didier qui disait tout à l'heure, il y a quand même quelques marques qui ont fait des appels du pied à Tim Cook, et même des marques françaises. Tu parlais de Peugeot tout à l'heure. Il y a Ming Chiu Kuo, le célèbre analyste de TF Securities, qui citait PSA récemment, notamment. Et puis, on l'a vu plus récemment, Renault, lors de la présentation. Là, on voit la Peugeot, et là, on voit la Renault 5 électrique. Elle me fait bien envie, celle-là. Lors de la présentation des résultats de la marque de l'année 2020, Luca Di Meo, le nouveau patron de Renault, qui vient de relancer donc la R5 en version électrique, regardez, c'est de toute beauté, a confié devant une parterre de journalistes qu'il était ouvert à toutes les opportunités. Tu y crois, Julien, Didier, Cédric? Julien, allez d'abord. Non, mais c'est super intéressant. Le groupe PSA, Stellantis, ça devient de plus en plus gros et tout. Mine de rien, alors, quand Stellantis, on regarde... pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, Julien, c'est la fusion de PSA, Peugeot, Citroën et Opel, c'est ça, avec le groupe Fiat, Chrysler, Alfa Romeo et Maserati, j'en oublie, c'est ça? Et Jeep? C'est juste un géant truc. maintenant. Pardon, je suis des fois, je suis peut-être un peu trop rapide. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, sur les voitures qu'on a, nous, type Peugeot, Citroën et tout, ils ont toujours le même pack batterie et le même moteur. Et donc, on commence à être habitué, c'est 100 kW et 50 kWh. Et on voit ça ils font des copier-coller. Et en dehors de ça, on n'a pas encore vu d'autres choses. Donc, on attend de voir, on en discute, nous, beaucoup. Et on ne sait pas trop, en fait, ce qui va se passer avant. Même la 308, on n'est pas sûr par rapport à la plateforme qu'elle va être 100% électrique. Ce sera peut-être plutôt de l'hybride avec une plug-in. La R5, donc nouveau modèle, elle est top. Moi, pareil, esthétiquement, je la trouve géniale, le côté néo-rétro et tout. Mais en discutant, en vrai, les constructeurs font toujours des tests, que ce soit esthétique, des choses en design. Et en fait, elle était un petit peu dans la boîte à jouets. Effectivement, quand il y a Gilles Vidal et Luca Di Meo qui ont vu tout ça, ils se sont dit, bon, il faut qu'on en parle de cette voiture. Elle va faire déjà le côté Renaulution, mais dans les bases techniques, on ne sait pas encore grand-chose. Et c'est plus un concept car, tu veux dire? Il n'y a rien derrière encore? C'est plus un concept car, c'est ça? De base, c'est plus carrément. Enfin, on a discuté avec le designer. C'était un concept. C'est vraiment pour du design. C'est des trucs de design. C'est où on peut aller et tout. Et quand ils ont vu tous les concept cars, un peu le côté boîte à jouets, ils se sont dit ça peut être vachement bien. Mais on a eu l'impression quand toutes les vidéos sont sorties sur YouTube que ça allait être j'exagère, mais dans 6 mois. Ouais. Ça va être dans beaucoup plus longtemps. Et pour finir, là où Renault sont très forts, là ils sont en train d'injecter beaucoup d'argent là-dedans, c'est au niveau de la Zoé. Elle fait un carton cette voiture, elle fonctionne dans l'Europe entière. Ils ont su petit à petit la rendre meilleure avec des plus grosses batteries. Elle est efficiente mine de rien, donc ça peut aussi être intéressant. Mais est-ce que Renault, avec tout ce qui se passe, alors ils sont tous en train de se remettre en place, mais quand on sait ce qui s'est passé avec Carlos Ghosn et tout, est-ce que c'est le meilleur atout de se mettre aujourd'hui avec Apple? Je ne suis pas sûr. Ouais. Surtout que c'est une marque plutôt européenne et que Renault est plutôt un partenaire mondial. Mais voilà. On sait que Renault est aussi en partenariat avec Nissan et que Nissan a fermé la porte à Renault, donc c'est assez compliqué. Ouais, Bref, en attendant de signer ou non avec un constructeur, Apple continue de son côté son bonhomme de chemin. Regardez, pour recruter des talents du secteur automobile, on a appris, selon Business Insider, elle aurait débauché au groupe Volkswagen Manfred Harrer, je ne sais pas si je le dis bien, et apparemment c'est un personnage important. Julien, peut-être Driss, tu connais ce garçon ou pas du tout? Absolument pas. Alors, il aurait conçu les châssis de Porsche. Il a bossé sur la Taycan. Voilà, on le voit devant la Taycan, on l'a vu il y a un instant devant la Taycan, le véhicule électrique de Porsche est certainement l'une des meilleures voitures électriques du marché. À ce prix-là, c'est un peu normal. Écoute, c'est surtout la voiture qui te permet de... Moi, j'ai pu l'essayer pendant une semaine, grand chanceux que j'étais, et j'ai pu faire un Paris-Marseille aussi rapidement qu'avec une thermique, parce qu'effectivement, tu fais des sauts de puce, tous les 200 km, tu recharges en moins de 10 minutes. Ce que proposera théoriquement la voiture de Hyundai. Après, comme tu disais, c'est prix de départ 108 000 euros. On peut remettre peut-être l'image, vous allez voir que la voiture est très belle. Et pour 108 000 euros, sache que tu n'as même pas le déverrouillage à distance de la voiture. Tu vois. 108 000 Après, euros, c'est que des options. Là, on est dans les prix d'Apple, Julien, on est d'accord. Là, tu y es, et tout en option. Donc, tu vois, c'est vraiment... Ouais, mais à l'allemande. Comme dit Driss, c'était tout en option. Et ça, c'est vraiment le truc à l'allemande, c'est que tu as un prix de base et après, dès que tu vas avoir certains trucs, il faut remettre. La moitié du temps, des voitures qu'on essaye, on est à prix de base.
allez, 116 000 euros, et à la fin, tu es à 170 000 euros. Ouais, et même sur d'autres choses, hein, on a fait une BMW série 1 qui va bientôt sortir là ce vendredi. Tu te dis BMW série 1, ça va, c'est une petite voiture. On est à 27 000 euros avec les options. On est à 45. Donc, faut toujours prendre ça en compte, quoi. C'est là où peut-être qu'un constructeur comme Tesla n'est pas inintéressant, d'ailleurs, mais passons. Donc, on l'a dit, il a conçu le châssis de la Porsche. On l'a vu donc devant une Porsche Taycan. Et c'est vrai que c'est un grand nom. Hein. Il semblerait qu'Apple, petit à petit, construise son puzzle pour construire cette future voiture d'Apple. Alors, à quoi elle va ressembler, cette future Apple Car? Ce sera le dernier volet de cette émission, juste après la question stockage. Comment partager de gros fichiers cryptés et ce rapidement? Si vous êtes vidéaste, photographe, partager vos images pesant parfois plusieurs centaines de gigas via le cloud n'est pas une sinécure. Même si vous disposez d'une connexion internet ultra rapide, ce qui n'est toujours pas évident sur les lieux de prise de vue, cela peut prendre des heures, voire des jours pour uploader vos fichiers. Au-delà, beaucoup de clients exigent un niveau de sécurité élevé en cryptant les données afin qu'elles ne soient pas accessibles au kidam. Aussi, il est souvent plus simple et plus rapide d'envoyer un disque via un coursier ou par courrier, tout simplement, sur lequel sont stockées les vidéos. En cas de perte du disque, les fichiers sont cryptés pour qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Pour crypter vos documents, il faut donc utiliser un utilitaire de chiffrement. Bonne nouvelle, macOS 10 en intègre un, il s'agit de l'utilitaire de disque. Il se trouve dans le dossier utilitaire de vos applications. Sélectionnez Fichier, Nouvelle image et image d'un dossier, puis vos documents confidentiels. Sélectionnez enfin le type de chiffrement et choisissez un mot de passe. Copiez l'image disque sur un disque externe et envoyez-le par la poste ou par coursier. Vos fichiers ne seront accessibles qu'après saisie d'un mot de passe que vous aurez communiqué par ailleurs. Reste que l'opération n'est pas la plus simple et elle ne permet pas de partager ces documents avec un PC. Enfin, elle nécessite du temps, beaucoup de temps de calcul pour crypter une grande quantité de fichiers. Pour répondre à ce problème, les constructeurs ont donc proposé des disques, des modèles SSD intégrant un système de chiffrement autonome. Pas besoin alors de crypter les fichiers sur son Mac, ou plutôt plus besoin. C'est l'accès au disque qui est verrouillé. C'est le cas de ce modèle proposé par Getech, l'Armor Lock. Pratique, il dispose d'un boîtier en aluminium renforcé, il résiste aux chutes de 3 mètres à une pression de 450 kg, mais il est également certifié IP67 pour résister à l'eau et à la poussière. Vous pourrez donc le glisser dans une enveloppe pour le confier à un coursier sans crainte de casse. Mais la principale originalité de ce SSD est que vous n'avez pas besoin de créer un mot de passe. C'est votre iPhone ou mobile Android qui va déverrouiller votre disque via une application. Le tout avec un niveau de sécurité bien plus élevé. Pour cela, il suffit de télécharger l'application mobile Armor Lock sur son téléphone et d'activer le Bluetooth. Par défaut, le disque est verrouillé et caché. Cliquez sur le bouton jaune et il apparaît, c'est magique. Le disque monte alors sur le bureau du Mac. Vous n'avez plus qu'à glisser vos fichiers à partager. Pour partager enfin l'accès sécurisé au disque avec une personne distante, cette dernière, une fois le disque réceptionné, doit installer l'application Armor Lock sur son téléphone. Il lui reste encore à envoyer une demande d'accès par mail au propriétaire du disque qui valide le nouvel utilisateur. Simple, l'utilisateur distant est désormais apte à déverrouiller le disque et consulter vos précieuses vidéos, et ce, en toute sécurité. Voilà, merci à toute l'équipe d'On refait le Mac. Vous avez découvert la génération Y qui nous a préparé ce sujet bien sympa, la génération d'Y d'On refait le Mac avec Philippine, Jules, Oscar et Octave. Voilà, j'ai oublié personne. Retour sur l'Apple Car. Nous allons tenter d'imaginer à quoi elle pourrait ressembler. Allez, en préambule, les amis, rions un peu. Un petit tweet de Sébastien sur Twitter, Apple Car, entièrement commandé via Siri. Il pleut des cordes, dit Siri, ferme les fenêtres. Et d'accord, on écoute Nos cœurs à la fenêtre de Lara Fabian. Tu parlais tout à l'heure des barres de rire que tu prenais avec l'ami Alexandre Lenoir. Je te confirme qu'avec Siri, on rigole aussi. Plus sérieusement, quel type de véhicule pour la future Apple Car? A priori, Cédric, électrique bien sûr, avec plutôt une batterie révolutionnaire, dit la rumeur. C'est sûr qu'on a quand même un petit peu de mal à imaginer un turbo diesel à cet instant de la discussion dans l'ensemble. C'est avec Tim Cook. Je pense que là... This is Revolution. This is Revolution. J'ai vu des gens sur Twitter qui disent ouais, ils vont faire une voiture à hydrogène et qui n'ont pas encore compris que l'hydrogène, c'est pas fait pour les voitures personnelles. Ouais. Mais à leur décharge, il y a plein de constructeurs qui ont mis du temps à le comprendre aussi. Mais évidemment électrique. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec... on va dire, la zone possible de lancement dont on dit que c'est entre 2024 et 2027, on dirait des dates de lancement à la Tesla. Déjà, ils ont bien appris.
ils vont arriver à un moment intéressant parce qu'ils vont arriver à un moment où les courbes se seront croisées entre le prix d'une voiture électrique et le prix d'une voiture à moteur thermique. C'est-à-dire que l'électrique sera devenu moins cher. Alors on pourrait dire, ah ouais, flûte, ça va compresser les prix, etc. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Oui, ben non. Le problème, c'est que tout à coup, le marché sera déplacé vers ce nouvel entrée de gamme, ce qui va, eux, leur laisser probablement un peu de place sur le haut de gamme pour arriver à se démarquer. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'ils vont commencer en lançant un modèle pas cher. D'abord parce que c'est pas du tout leur modus operandi, quoi qu'ils fassent. Si tu veux, c'est quand ils lancent une machine, c'est d'abord la version la plus chère. Donc, est-ce que ce serait une voiture très chère, un truc à la Porsche? Ou à la Tesla. C'est cher quand même, Tesla. C'est ça, un truc un peu 40-50 000, pas en dessous, quoi. Mais là encore, à quoi ça peut ressembler? Mais misère de malheur, à quoi ça peut ressembler? Johnny Ive n'est plus là, surtout. Ce sera très fin. Il est consultant, Johnny. Un seul port USB. Enfin, il est consultant, on ne sait pas sur quoi il consulte. Mais quoique je sais qu'il consulte pour d'autres constructeurs automobiles, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui cherchent son numéro. C'est compliqué. Tous les designers sont très excités quand même sur ce. Ça fait longtemps qu'on voit des mock-ups de what would an Apple car look like. Bon, mais ce qu'on voit jusque-là n'est pas très convaincant. On se dit pas, non, ils vont faire un truc. C'est une voiture, quoi. Ouais. On parle en tout cas d'une batterie révolutionnaire monobloc basée sur la technologie LFP, lithium fer phosphate. Tu peux nous en dire un petit mot? C'est une technologie qui est moins chère, c'est ça? Ça réduit le coût de fabrication, c'est ça, par rapport à une batterie normale? C'est notamment ça. Aujourd'hui, de toute manière, c'est l'autonomie des voitures. On est tenté de te dire, d'une part, l'autonomie, c'est le nerf de la guerre, et aussi le temps de recharge. Donc, il y a énormément de recherche et développement qui se fait dans le domaine de la batterie. Tu as ces batteries LFP dont tu viens de parler. Tu as aussi l'arlésienne de la batterie solide. Donc, l'idée aujourd'hui, le problème, c'est... On parlait tout à l'heure, Julien, la batterie solide. Voilà, ouais, la batterie solide, tu te rappelles tes cours de chimie, entre tes deux électrodes, tu as du liquide. Bon, là, ce sera un corps solide. L'idée aujourd'hui, c'est, tu vois, Tesla, ce que fait Tesla, ils ont une belle autonomie. Bon, ils gèrent très bien la consommation, mais ils mettent des énormes... Voilà. Et donc, les voitures sont très lourdes. Tu vois, tu as des voitures qui font plus de 2 tonnes. Donc, certains vont dire que c'est pas si écologique que ça de consommer, tu vois, pour déplacer des voitures de 2,5 tonnes. Donc, l'idée avec ces batteries, ça va être d'augmenter leur densité, donc qu'elles aient une meilleure capacité, plus d'autonomie, qu'elles puissent encaisser la recharge rapide sans avoir une usure, prématurée. Et qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans? L'autonomie, l'usure et le poids. C'est du monobloc surtout, c'est-à-dire que... Et l'intégration te permet justement... Tu n'as pas plein de petites piles, plein de petits accus comme tu as sur la plupart. Alors ça aujourd'hui, il y a aussi une raison pour laquelle on fait ça. On fait des packs de batteries. L'idée, c'est que... Concrètement, aujourd'hui, dans une batterie, ce n'est pas une batterie. Dans la Tesla, c'est plein de petites piles façon AAA, les piles qu'on met dans nos jouets ou dans nos vieux Walkman. C'est comme ça, c'est pour des raisons de sécurité qu'ils font ça. C'est pas seulement pour une raison de sécurité, c'est aussi si tu as un problème avec ta batterie, plutôt que de changer toute la batterie, on va juste changer ces éléments-là. Donc, si tu veux, c'est plus économe et c'est aussi plus éco-friendly. Donc, l'idée, c'est aussi que ça prenne moins de place dans ta voiture, ce qui va permettre ensuite de développer des plateformes différentes, peut-être des formes facteurs différents, comme l'espérait Cédric. Bon, je te signale, Cédric, on attend toujours la voiture volante quand même. Ouais, elle va arriver la voiture volante. Ça, on m'apprend le robot majordome et la voiture volante, le truc qu'on me promettait dans Science et Avenir quand j'avais 8 ans. Mais ça, c'est mort. Enfin, si, c'est arrivé. C'est-à-dire que tout à coup, on a OK Google et Alexa à la maison. Sinon, c'est sur des trucs qui ne marchent pas. Mais si tu veux, t'as qu'à mettre ton Google Assistant sur un Roomba, ça te fera la même chose. Et pour la voiture volante, il y a des ébauches, mais on s'aperçoit que on rentre peut-être dans le domaine de la fausse bonne idée. Ouais. Julien, cette rumeur autour de la voiture... En quoi, concrètement, Apple pourrait être différenciant? On a vu lorsque l'iPhone, c'était un petit peu l'introduction de cette émission est arrivée, et l'intervention de Twitter en disant on n'attend jamais Apple où il doit être au moment où il sort un produit. On a vu l'iPhone, tout le monde a été surpris par les technos, c'était vraiment différenciant. Ça va être compliqué pour Apple. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des voies, tu parlais de batterie solide, tu es assez d'accord avec Driss, de se différencier du marché, cette technologie, j'ai déjà oublié le nom. LFP, c'est vraiment différenciant aujourd'hui sur le marché, Julien? Non, mais en fait, il y a plusieurs choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, c'était il y a vraiment pas très très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur vos smartphones, on pouvait enlever la batterie. On enlevait notre truc, on pouvait l'enlever. Et
on avait l'habitude et on se disait au pire, on change de batterie et tout. Voilà, ça fait quand même pas mal de temps que maintenant c'est dans le châssis. Alors si on bricole, on peut toujours l'enlever. Et ça me fait un peu penser à ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des packs batteries avec plein de petites cellules. J'étais parti en courant, je pensais que j'en avais une parce que j'en ai pour mes stabilisateurs, mais je l'ai pas trouvé. Effectivement, c'est un peu plus grand qu'une pile et hyper intéressant parce que c'est ça qui a permis aussi de baisser le prix. C'est avec ça qu'Elon Musk est venu et a pu faire de voitures électriques comme on les connaît aujourd'hui. Et effectivement, c'est un problème où on peut changer certaines cellules et donc pour ça, c'est top. Mais effectivement, pour en revenir sur ce type de batterie qui pourrait être des batteries solides, si ça fonctionne, paraît-il même que, je ne sais pas si ça va être Apple ou pas, on va pouvoir les intégrer de mieux en mieux en fait, dans le châssis et que ça va faire partie de toute la structure. C'est pour ça que je parlais un petit peu des téléphones, où maintenant c'est intégré, on ne se pose plus la question. Si ces choses-là sont mises en place, on se posera moins la question de la maintenance. On parle des fois de voitures qui vont pouvoir faire 1 million de kilomètres. On se posera moins ce genre de questions. Et on a fait une interview avec un ingénieur, c'était très intéressant. Moi, je suis pas du tout ingénieur et tout. J'essaye de démocratiser un peu et de rendre un peu plus facile toutes ces choses-là parce que c'est pas très digeste. Et il va se mettre en place au fur et à mesure, un peu comme les Nutri-Score, vous savez, ou les trucs de consommation ABCD. Il va avoir aussi des analyses de cycle de vie. Et donc, la légèreté des voitures va être de plus en plus importante. Et aussi, qu'est-ce qu'on a pris comme lithium ou comme métaux rares pour créer la voiture. Donc, vraiment de la poussière jusqu'à ce qu'on arrive à la recycler. Et ça va être très important. Et si Apple arrive à faire une voiture qui est écologique, pas que en émissions, parce qu'on parle toujours d'émissions de CO2, mais de façon globale sur le cycle de vie, déjà là, c'est un drapeau de planter qui est très, 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 très fort. Et puis après, forcément, je ne vais pas parler pendant des heures, mais tout ce qui est interface, l'écosystème et tout, et que si on a un iPhone, on a des petits trucs en plus qui se débloquent, ou pareil, si on a notre MacBook, tout ça, ça peut être des choses en plus. Voilà. Ouais. Alors, en tout cas, avec véhicule électrique, c'est acquis. Voiture autonome, voire 100% autonome, c'est une autre piste pour l'Apple Car. Regardez ce tweet, il est signé Stéphane Becquet, sorti en association avec un généraliste comme Hyundai. Quid de l'image, un véhicule entre les pots de yaourt et les camions? Non, trop loin de leur univers. Plus tard, peut-être, de petits véhicules 100% autonomes type navette pour les grandes métropoles. C'est en effet une piste pour corroborer cette hypothèse. Et en tout cas, on a une piste pour corroborer cette hypothèse. C'est le patron de cet Apple Car, du projet Titan. Il s'appelait comme ça chez Apple. Il s'appelle John Gianandrea. C'est l'ancien patron de chez Google et de l'intelligence artificielle chez Google. C'est une bonne piste, là, Didier, ou Cédric, pour se dire que Apple va aller vers quelque chose de différenciant sur ce point-là. Quand on met un gars comme ça à la tête de l'Apple Car, c'est que elle va être un peu intelligente, cette voiture. Ouais, je listais tout à l'heure les 3 éléments importants ou les 4 éléments importants dans une voiture électrique aujourd'hui. Le 4e, c'est évidemment pas juste l'autonomie des batteries et des moteurs, pardon, mais la conduite autonome. Enfin, en tout cas, là où on peut mener la conduite autonome aujourd'hui, parce que là encore, la référence, c'est Tesla. Et vous allez sur YouTube et vous pouvez regarder le garçon qui fait, tu vois, Los Angeles, San Francisco, sans pour ainsi dire toucher au volant. Donc il faut de toute façon être fort sur ces technologies-là, parce qu'en plus, ce sont des technologies que tu peux après peut-être reproposer à d'autres constructeurs dans le pack de technologies de divertissement et du reste que tu peux leur distribuer. Donc oui, là aussi, c'est d'une logique éminente. C'est-à-dire que tout à coup, tu ne peux pas vendre une voiture si elle n'a pas ce genre de dispositif, parce qu'il n'y a pas que Tesla dans la vie, et tu trouves maintenant des dispositifs au moins d'aide à la conduite, on va dire assez avancés, chez tous les constructeurs. Ouais, on parle même, Didier, ça va même plus loin que la voiture autonome, on ne parle même pas de voiture individuelle, mais carrément de robot-taxi. C'est une rumeur de CNBC. La première Apple Car ne sera pas conçue pour avoir un conducteur. C'est en tout cas ce que dit la source de la chaîne américaine économique. CNBC, un robot-taxi pour des particuliers ou des entreprises qui auraient besoin d'assurer un service de transport ou de livraison dans une aire bien délimitée et assurer ce qu'on appelle maintenant le dernier kilomètre. Tu y crois, Didier? On a vu que Apple, c'est pas tellement son mantra, c'est vraiment des produits à forte valeur ajoutée, individuels. Ça, c'est un peu bizarre. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés très perplexes devant cette rumeur. Un produit Apple, tu as envie de l'avoir, quoi. Tu n'as pas envie juste de prendre un métro Apple, par exemple. Ce serait un peu bizarre. Par contre, ce qui est intéressant quand même derrière ça, c'est que Cédric le disait très bien, c'est qu'il y a tout cet aspect data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir de la data
C'est indispensable pour développer donc une voiture autonome, pour développer tout un tas de technologies, d'IA. Et Apple, par exemple, chaque année, donc c'est officiel, hein, c'est-à-dire que Apple fait rouler des voitures autonomes aux États-Unis. Et tu sais combien de kilomètres ils ont fait, tu sais combien de voitures ils ont. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils donnent les chiffres par rapport à d'autres, par rapport à Google, par rapport, tu vois, tu avais Uber qui en faisait aussi. Et Apple fait très peu rouler de voitures finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment aujourd'hui des domaines sur lesquels tu te dis, Tesla, ils ont quand même maintenant des centaines de milliers de voitures qui roulent tous les jours, ils récupèrent toute cette data-là. Tous les grands constructeurs le font aussi, j'imagine, plus ou moins. Et c'est vrai que quand tu arrives derrière sans ça, soit tu achètes une techno à part, soit tu achètes les données. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait, parce qu'ils investissent. Alors, c'est des choses on n'a pas forcément toutes les infos, mais ils ont investi dans, je sais plus, Didi, je crois, qui est une espèce de Uber alors, chinois, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, Didi Chuxing, Uber voilà. Totalement chinois. Ouais. Donc, est-ce que tu vois derrière ça, ce ne serait pas des vrais contrats pour récupérer de la data sans forcément trop le montrer aussi et ce serait intéressant parce qu'effectivement, si tu développes de la technologie, c'est ce que fait Google avec sa filiale, quelque part, tu n'as pas besoin de fabriquer les voitures. Tu peux revendre cette technologie, revendre des espèces de packs de services autour de ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'une voiture Apple, toi ? Est-ce que c'est vraiment le truc qui va faire rêver les gens d'avoir des robots taxis Apple ? Moi, je suis pas sûr de ça. Alors, au-delà de la robotaxi, moi, j'y crois pas tellement, mais est-ce que, en fait, est-ce que c'est vraiment une voiture que prépare Apple ? Est-ce que c'est pas un nouveau type de véhicule ? C'est là peut-être où Apple arriverait à disrupter le marché, individuel, non pas partagé, ou pourquoi pas partager, mais avec un nouveau moyen de locomotion. Hein. Et on sait qu'il y a pas mal de startups qui y travaillent. Je pense à une startup en particulier qui s'appelle Canoo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous, les bagnolards, hein, les gens de PO notamment. Apple aurait discuté avec Canoo, selon The Verge, pour tenter de le racheter, qui propose une plateforme de voitures électriques. C'est assez innovant. Regardez, c'est assez étonnant. C'était créé en 2017 par des anciens de BMW. Ils sont basés à Los Angeles. Et puis Canoo aurait préféré garder son indépendance, n'aurait pas signé avec Apple pour signer avec Hyundai. C'est un petit monde, le monde de l'électronique, enfin de l'automobile, pardon. Mais on sait au-delà, Julien, qu'il y a pas mal de constructeurs qui s'intéressent à ces nouveaux moyens de transport. On l'a vu, tu parlais tout à l'heure de l'Ami de Citroën, qui est vraiment un nouveau concept. Et on a vu encore Renault dans la même keynote de Luca Di Meo, nous on appelle ça des keynotes, qui préparait une division de véhicules électriques. Effectivement, il y a beaucoup de constructeurs qui s'y essaient. Moi, je suis en région parisienne et je m'amuse vraiment à utiliser tout ce qui roule. Hein. Ça passe du vélo à la trottinette en passant par le free floating. Ça m'amuse beaucoup. J'ai 25 applications et je trouve ça vraiment rigolo pour le coup. Et tu n'as pas d'enfant. Pardon ? Et tu n'as pas d'enfant. Non, j'ai pas d'enfant. On en reparlera dans quelques années alors. Hein. C'est pour ça. Mais pour l'instant, je profite, j'essaie de me balader avec tous les trucs. Profite. Ouais, c'est ça, mais c'est tout ce que tout le monde me dit. Et dans la même journée, j'utilise plusieurs moyens de transport et ça m'amuse beaucoup. Ouais. Mais on se rend compte de plusieurs choses. Moi, j'étais un des premiers testeurs de l'Autolib et je trouvais ça très bien. Alors, pour plein de raisons. Mais mine de rien, ça fonctionnait avec le smartphone. Au fur et à mesure, on pouvait dire, voilà, je garde ma place. La place était là de tête, je crois que c'était 45 minutes et on pouvait se garer. Il y avait beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, on a fait un petit road trip, nous, avec une Citroën Ami pendant une semaine qu'on a dû utiliser, qu'on a dû charger. Déjà, il faut trouver les parkings qui ont les bonnes prises et tout. Il ne faut pas qu'il y ait des voitures ventouses. Voilà, on la voit. Il ne faut pas qu'il y ait des voitures ventouses parce que ça m'est déjà arrivé de devoir me réveiller le matin pour essayer de trouver une prise parce qu'il n'y avait que des voitures ventouses toute la journée. À l'heure d'aujourd'hui, des Citroën Ami, on en voit très très rarement et le free floating, on n'en voit pas beaucoup et c'est compliqué. On se rend compte que les constructeurs directement ont ce problème-là que les gens font pas forcément attention. C'était aussi le problème de l'Autolib. Il y en a qui étaient sales, il y en a qui étaient un petit peu cassés. Donc c'est déjà, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper important, mine de rien. Seconde chose, il faut qu'il y en ait partout. Si c'est juste pour être, par exemple, Paris, intramuros, je parle de Paris, mais je pourrais dire Bordeaux ou Lyon, hein, il faut que ce soit les villes aussi qui soient limitrophes parce que ça sert à circuler. Finalement, des villes qui ont, je sais pas, entre 10 et 20 bornes de circonférence, on peut le faire en vélo, en trottinette, c'est pas forcément le sujet. Et après, en dehors de ça, il y a beaucoup de constructeurs qui ont mis beaucoup d'argent là-dedans et ils se rendent aussi compte que finalement, on ne se fait pas autant d'argent que ce qu'on pensait. Il y en a qui se retirent aussi de certains marchés alors qu'ils avaient mis beaucoup d'argent ces derniers temps. Donc, c'est pas si facile que ça, encore une fois. Oui, mais en tout cas, moi, c'est vrai que c'est un marché émergent. Il y a
ça coûte énormément cher. Il faut convaincre, tu l'as dit avec l'exemple de Tolib, ils avaient raison avant tout le monde, mais c'est arrivé trop tôt. Peut-être la techno n'était pas forcément la bonne à l'époque. Bref, en tout cas, on aura l'occasion de revenir dans cette émission, de parler de cet Apple Car, car à mon avis, les rumeurs ne sont pas prêtes de se tarir. Et j'espère qu'on aura peut-être des images la prochaine fois à vous montrer des futures lignes d'une voiture d'Apple. Allez, on passe. Vous débutez, jeune homme. Allez, oui, je l'évite. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence avec Didier. Moi, je vais commencer par un coup de cœur en plus que j'ai partagé avec Julien et avec Driss. Hommage à Driss quand même. Et surtout, c'est la première voiture en dehors de Tesla qui a un énorme écran. Et alors tu l'as sûrement vu, c'est la Ford Mustang Mach-E. Donc il sort là ces prochaines semaines en France. Elle est déjà sortie aux États-Unis et au Canada. Et en fait, c'est très intéressant parce que quelque part, alors c'est pas encore parfait, on l'a vu, il y a encore des bugs et tout, c'est pas encore Tesla, mais quand même, ils ont fait un produit qui est pas mal, avec des belles interfaces. Justement, tu as la place, tu vois, tu programmes ton itinéraire, tu vois tes bornes, etc. C'est beau, c'est bien fini. Et je dirais que voilà, on sent qu'il y a quand même un petit peu de l'impulsion, que les choses bougent, qu'il n'y a pas que Tesla, justement, qu'on peut commencer à trouver des choses à peu près équivalentes. Et on a pris beaucoup de plaisir avec Driss à conduire cette voiture, d'autant que, si tu veux, comme on est chez Ford, on hérite de tout l'héritage Ford, c'est-à-dire c'est beau, tu vois, t'as le petit cheval Mustang, il y a des choses qui te font rêver, le design est sympa, les finitions sont assez cool. Tu retrouves un peu l'esprit de la Ford T, c'est ça ? Voilà, exactement. Et si et si la partie électrique est pas trop mal, et ben tu vois, je pense qu'il y a un vrai marché pour ces gens-là. Donc c'est des véhicules qui sont encore assez chers, hein, parce que la Mustang elle est à 50 000 €. Je plaisante. Et donc voilà, c'est une voiture qui nous a bien plu. Je sais pas si Driss et Julien sont d'accord avec moi, mais voilà, cette année, je pense, ça fera partie des quelques voitures qui auront marqué l'année 2020. Un vrai coup de cœur. C'était une bonne surprise cette Mach-E, parce que au début, on se disait, déjà pourquoi ils appellent ça la Mustang, etc. Oui, Mustang, c'est le summum de la voiture thermique quand même. Il y a juste un truc, c'est quand tu es en mode untamed, tu t'attends à ce que le Mustang rugit peut-être pas, mais voilà, mais effectivement, c'est une bonne surprise. Franchement, on en parlait dans la vidéo avec Didier, moi je disais, je mettais ça dans mon top 3, top 5, quoi. C'est vraiment sympa comme voiture électrique. Tu nous réserves une autre surprise, mais c'est en fin d'émission. On continue avec coup de cœur avec Cédric cette fois-ci. J'en ai deux. D'abord, je voulais juste rendre un hommage ému à la plus grande avancée technologique incroyable qui nous est tombée dessus cette année. Aujourd'hui, je me suis fait vacciner avec le vaccin d'AstraZeneca. Et c'est un truc qui, normalement, n'a jamais été possible. C'est-à-dire que, normalement, un vaccin pour une nouvelle maladie, ça prend 5 ans, ça prend 10 ans. Et un jour, on fera le backtracking de ce qui s'est passé pour qu'on arrive à le faire. Et c'est des trucs extraordinaires. La deuxième chose, vu qu'on parlait d'Elon Musk, je ne vais pas vous dire le roadster Tesla. Non, je suis allé voir quand même. J'ai signé, parce que je suis un être faible et que j'arrête pas de signer, j'arrête pas d'envoyer de l'argent chez Tesla. J'ai pas de Tesla. Tu la commandes toujours, mais à la fin, tu la commandes jamais. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc un jour, je vous raconterai comment pas à convaincre ta femme, en tout cas, au dernier moment. Si près du but. C'est ça. J'ai déjà précommandé le Cybertruck, mais surtout cette semaine, j'ai précommandé pour moi. J'ai précommandé mon abonnement chez Starlink. Ah oui. Starlink, c'est le système d'internet par satellite de SpaceX, encore Elon Musk, avec une petite antenne, etc. Ils sont aujourd'hui, alors ils n'ont pas lancé toute la constellation de satellites, mais ils sont déjà à des débits qui sont entre 100, 150 mégabits. Elon Musk a annoncé il y a 2 jours que ça y est, ils vont passer à 200, 300 mégabits avec des latences à 20 millisecondes, ce qui pour du satellite est quand même vachement bien. Et alors c'est pas pour chez moi, parce que chez moi j'ai de la fibre qui, comme vous le voyez, fonctionne tout à fait correctement. C'est pour chez ma maman. C'est comme en Bretagne. Qui a beau habiter dans la Telecom Valley, elle a quand même de la DSL à 6 mégas par temps de pluie. Et donc, pour son anniversaire, je lui mettrai ça sur son toit, parce que la bonne surprise, moi je pensais que pour l'instant ce serait réservé aux Américains, tu vois, c'est un truc américain. Et ben non, j'ai mis l'adresse, 15 très bien. Et on m'a dit, très bien, lancement commercial, là dans l'année, probablement mi-fin d'année. Vous inquiétez pas. Ça va coûter cher, Cédric, ou pas? Alors, on attend de savoir, parce qu'évidemment, là, pour le coup, les prix, ils sont américains. Donc, pour l'instant, tu signes, tu t'envoies $99. Bon, ça va. C'est comme pour une Tesla, en gros. Ouais. Et après, la douloureuse va arriver.
On attend de connaître les vrais prix de l'abonnement. En revanche, c'est quand même extraordinaire de se dire que tout à coup, tu as une technologie qui va te permettre. Là, si tu veux, c'est intéressant. C'est quand tu achètes une maison aujourd'hui, toi, quand tu vas acheter ta maison en Corse, tu vas te dire bon, alors la connexion, qu'est-ce que j'ai la maison, il faut que j'achète la maison. C'est vrai. Je sais pas. Problème résolu. C'est-à-dire que tu te poses plus la question. Bon, si ça coûte, je sais pas, ça risque de coûter quand même aux alentours de 50 à 75 € par mois pour l'instant. Facile. À voir s'ils vont adapter les tarifs par géographie. Mais voilà encore un truc. Tu vois, normalement, c'est le genre d'entreprise qui suffirait à un patron pour dire tu fais quoi? Moi, je fais Starlink. Ah bien, c'est vachement bien. Oui, et puis aussi, je lance des fusées, je fais des voitures, des batteries, des panneaux solaires. Enfin, bon, Skype, PayPal. Je sais pas comment il fait. Mais je vous ferai le test de Starlink. On comprend pourquoi Tim Cook n'avait pas forcément envie de l'accueillir, de peur qu'il prenne sa place. Mais je suis de mauvaise langue. Julien, ton coup de cœur ou coup de gueule ce soir? Non, on est sur un coup de cœur, on en a un peu parlé juste avant, Didier a commencé à en parler. En fait, c'est la Ioniq 5 qui a été dévoilée. Là, on avait déjà quelques petites photos, mais là, on en sait beaucoup plus. On a vu l'intérieur, l'extérieur. Et franchement, nous, on fait beaucoup de voitures beaucoup de vidéos de voitures. Il y en a beaucoup qui diraient les voitures électriques, c'est pas joli et tout. Là, ça donne envie, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu. Après, c'est les goûts, les couleurs, mais elle a de la gueule, elle a un côté un peu néo-rétro. Et on en discutait avec Renaud et Cédric. C'est un peu ce qu'aurait pu être un jour une Delta ou une Golf ou franchement, j'adore le design. Elle a un côté effectivement un peu alu. Ça aurait pu être l'Apple Car d'une certaine manière. Bah oui. Et l'intérieur, il y a plein de petits trucs. Je sais pas si vous avez vu sur la gauche, c'est hyper rigolo. Sur le tableau de bord, on peut mettre des espèces de petites photos. Alors c'est très marketing et tout, mais c'est plein de petits détails. Finalement, normalement, elle va plutôt bien s'en sortir. Elle aura une autonomie normalement de plus de 400-420 km. Elle a un 0 à 100. J'ai plus les chiffres en tête, mais qui sont de l'ordre de, je crois, de 5 secondes. Si quelqu'un sait, voilà. Mais c'est mon coup de cœur. J'ai hâte de l'essayer surtout. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Voilà. Elle va coûter cher. On a une idée déjà du prix, Julien, ou pas du tout? En fait, il y a eu des précommandes pendant un tout petit laps de temps et je crois qu'on est dans les 50 000 €. Je crois que j'avais mis de côté. Je vais pas vous dire de bêtises. Si j'ai juste mis de côté, hop. Ouais, donc là, il y a les précommandes. Donc on a la batterie de 70 kWh. Ouais. Il y a des rétros façon Audi, c'est ça surtout pas. Avec des caméras, c'est ça? Voilà, on a 55 000 €. Voilà, 55 000 €. Ouais. Alors moi, c'est un peu moins cher, mon coup de cœur. Avant de présenter le coup de cœur surprise de Driss, vous allez voir, c'est assez étonnant. Ça coûte un peu moins cher. On l'a déjà présenté dans cette émission. C'est le système Orbi, le système Wi-Fi 6 mesh de Netgear. C'est ce que j'utilise chez moi à la maison, au lieu de place de ma vieille Freebox pour disposer d'un réseau sans fil ni de la fibre. Alors je trouvais ça. Il y avait quand même deux défauts à ce système. D'abord, leur encombrement, parce qu'ils étaient assez volumineux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Driss. Puis leur prix qui était vachement élevé. Et puis, une bonne nouvelle, la dernière génération des Orbi, la version AX 1800, est plus compacte. Regardez, pour s'intégrer plus facilement. Il est tout petit. Regardez, comparé à l'autre qui était 2 fois plus haut. Mais surtout l'iPhone à côté. L'iPhone à côté, c'est tout petit, donc c'est quand même plus agréable. Et puis, les prix baissent, franchement. Le kit de base, la X1800, avec son satellite, donc il y en a 2 pour éteindre son réseau Wi-Fi, c'est en promo en ce moment à 215 €, donc ça devient de plus en plus abordable. Ne vous privez pas. C'est l'outil indispensable à la maison pour avoir un Wi-Fi. Si vous voulez avoir si vous avez la fibre, il vous faut ça. Voilà, ne cherchez pas. Alors, c'est pas la version la plus puissante. Il n'est pas tri-band, ce kit. C'est limité qu'à 200 mètres carrés. Alors, pour les Américains, ce n'est pas beaucoup, mais croyez-moi, pour la région parisienne, c'est largement suffisant. Et surtout, vous avez vraiment une couverture Wi-Fi qui est optimale. Moi, c'est vraiment mon chouchou. Et en plus, c'est super facile à installer, tu vois, c'est tout petit. Ta femme, elle va être contente d'avoir un truc qui soit un petit peu design. Ouais. Et vraiment, tu mets l'application, tu branches ça sur ta box et allons-y. Tu peux étendre facilement au fur et à mesure. Tu as des ports Ethernet pour brancher des périphériques. Ouais. Moi, j'ai 2 NAS de brancher dessus et donc, tu n'es pas forcé que tout soit centralisé au niveau de la box. Alors, puisque tu as la parole, on va découvrir ton coup de cœur. Ah oui, quand même. Tu as trouvé que le plateau pour te garer. Bah écoute, aujourd'hui, c'est ma journée électrique. Ce matin, j'étais en Twingo électrique. Ouais. Et là, je suis passé en moto. Alors, c'est quoi cette moto? Eh bien, écoute, c'est la première Harley Davidson électrique. C'est la Livewire. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Elle est sortie maintenant il y a un peu plus d'1 an. C'est le concept car qu'on avait découvert à Las Vegas, au CES, c'est ça? Même avant. Écoute, je crois que c'était en 2014 qu'on l'avait vue pour la première fois. Donc là, c'est la version, elle est commercialisée. Tu peux aller l'acheter. Il n'y a aucun problème. Bon, il te faut le permis moto. Et elle ressemble beaucoup quand même au concept.
Et ça vaut combien cette petite plaisanterie? Pourquoi tu veux parler d'argent? Je suis très inquiet quand je vais vous tester les voitures électriques. Écoute, c'est comme souvent avec l'électrique, c'est là que le bas blesse. C'est une super bécane, mais c'est 33 900 €. Donc il va falloir péter votre PEL. Ouais, donc il faut péter le PEL, il ne faut pas avoir d'enfants, il ne faut pas être marié. Julien, c'est pour toi, hein? Julien? Je l'attendais là, tu sais. Mais tu peux avoir des aides ou pas avec moi, je connais très bien tout ce qui est législation sur les 50-125, mais sur ça, est-ce que tu peux avoir des aides ou pas? Je crois que tu peux avoir des aides, mais écoute, quand on est à ces tarifs-là, c'est une goutte d'eau. 38, bon, allez, on vous l'a fait à 36, ça nous fait plaisir. Ouais. Bon, tu sais, Olivier, qu'il y a un petit lien avec Apple quand même, c'est qu'ils ont une série sur Apple TV qui s'appelle Long Way Up, qui est hyper bien, et où en fait, voilà, et je sais plus le nom de l'acteur, c'est celui qui est dans Star Wars. Ewan McGregor et Charlie Borman. Exactement. Et il remonte comme ça toute l'Amérique. Il fait des road trips, c'est ça? Et ils ont fait ça avec des prototypes, ouais, exactement. Et c'est drôle parce que tu vois toute la galère. Vous trouvez une borne de recharge. Puis il fait trop froid, le truc gèle. Mais c'est très drôle à regarder. Et tu te dis que il va falloir quelques années avant qu'on puisse vraiment faire des vrais road trips avec ça. C'est terrible. On en revient toujours à Apple dans cette émission. On essaie de sortir un petit peu cet univers. On y revient tout le temps. L'autonomie, tu as dit combien? Je te l'ai pas dit. Non, je sais plus. L'autonomie, ça dépend comment tu roules. L'autonomie. Si tu roules comme un porc, c'est 70 km. C'est 70 km. Non, en revanche, là, typiquement, pour venir ici, tu vois, tu récupères l'énergie au freinage. Régénération. C'est hyper efficace. Donc, si tu es en mode éco, tu roules en ville avec beaucoup de phases de freinage, tu peux monter à 250 km. Ouais. Faut pas pousser trop fort. Après, le truc, c'est, si tu veux, l'autonomie pour une moto comme ça, c'est pas vraiment un problème. Je vois, tu prends la dernière Ducati Street Fighter, c'est 140 km d'autonomie parce que c'est un tout petit réservoir. La différence, c'est que ta moto, tu fais le plein, tu repars. Là, il te faut quand même 1 heure pour recharger sur une recharge rapide. C'est loin d'être le mode le plus lent quand tu regardes les voitures. Si tu as une borne de recharge rapide, Didier, on sait ce qu'il en est avec ces bornes. En tout cas, c'est un bel objet. Merci de nous l'avoir présenté dans ce plateau. Merci Driss d'être venu. On a un peu galéré pour la faire rentrer dans le plateau, mais c'est vraiment un bel objet. Merci les amis. Merci Julien pour cette première. Tu reviens quand tu veux. Vraiment, allez voir POA. C'est vraiment une très belle chaîne. Et une équipe vraiment très agréable à suivre. C'est vraiment de belles vidéos. Bravo. Driss, on te retrouve quand tu veux. Quand tu veux. Tu reviens nous parler d'automobile. On essaiera de faire une émission dans une voiture embarquée. Didier, vous le retrouvez sur Mac Forever, bien sûr. Et il y a plein de vidéos d'auto qui vont arriver, Didier. Et oui, on va tester des belles choses et même des exclus, des trucs que les Français n'ont pas pu tester, tu vois. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre les mains, ou les doigts plutôt, dans la prise. Allez, grâce à Cédric. C'est quoi le rythme de parution, Cédric? Alors d'ordinaire, c'est un toutes les 2 semaines, mais comment te dire? Il va falloir que j'en fasse un tous les 3 jours pour rattraper le retard récent. Les doigts dans la prise sur iTunes. Abonnez-vous comme ça. Vous saurez, vous, à quel rythme exact ils sortent. Voilà. Merci Cédric et bon courage. C'est la fin de ce 397e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre utilité, vous, derrière vos écrans. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si tout va bien, pour un nouvel épisode. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne d'une nouvelle émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut!